J'ai vraiment bien aimé Nathalie Baye dans Grosse Fatigue. Christian Clavier était bien aussi dans La leçon de piano. Et c'est dommage qu'il soit mort parce que Frédéric Dard, dans B-Movie, ça aurait été pas mal quand même, ça aurait eu de la gueule. Enfin. Ah, au fait, la semaine prochaine, je reçois le professeur Luc Montagnier dans le labo. Et ça, finalement, c'est assez logique, non? Labo, labo, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cette chorégraphie, elle est magnifiquement merdique. On va y arriver avant la fin de la semaine, j'en suis sûr. Salut à tous et bienvenue en ce lundi, premier jour d'une semaine de mix culturel sauce labo. Durant toute cette semaine, je serai en compagnie de mon colocataire préféré, Maël El Ajaoui, qui va partir en live tous les jours avec chacun de nos invités musicaux. Aujourd'hui, Lise McComb, ça va Maël? Bon, tant qu'elle parle pas portugais, ça va. Hein. Ça devrait aller. Nous allons recevoir dans ce salon un garçon que l'on a découvert grâce au Jamel Comedy Club. Il y a croisé Fabrice Eboué, celui qui allait devenir son compagnon de bonne fortune, puisque leur film Casse Départ a réuni 1,8 million de spectateurs au cinéma. Voici Thomas N'Gijol. On se fait un petit pas de danse, Thomas? Parce qu'on sait que tu été... Ah, c'est voilà. Ici, c'est un peu comme dans une boum, tu vois, c'est le truc. Voilà. Tout en énergie, c'est bien ça. Bienvenue dans le labo. En deuxième partie d'émission, Thomas sera rejoint par des artistes touche à tout qui n'ont qu'un seul credo, la curiosité. Ils nous font découvrir régulièrement des artistes de tous horizons dans leur revue Hey. Hey, c'est aussi devenu une expo et c'est à la Halle Saint-Pierre à Paris. Bienvenue à Anne et Julien. Juliette Fievé s'est saisie pour nous d'une affaire qui fait grand bruit actuellement à Cuba. Une chanson de reggaeton jugée sexiste et pornographique est en passe d'être interdite. La dictature est-elle aussi culturelle à Cuba? Ça, c'est Juliette qui nous le dira. Notre invité musique dans le labo aujourd'hui dit souvent que c'est le gospel qu'il a choisi et il a eu bien raison. Merci à l'une des dernières grandes divas de la musique noire de venir chanter et nous enchanter ce soir dans le labo. Voici Madame Lise McComb avec Trouble in My Way. I used to always wonder why all good fortune would pass me by. And now I'm glad that don't bother me. Just to know He saved my soul. Nothing but trouble keeps getting in the way. Hey, but that don't bother me. Trouble, Lord, keeps getting in my way. That don't bother me. Trouble, Lord, keeps getting in the way. That don't bother me. You understand? Hold this round world in the palm of His hand. Nothing but trouble keeps getting in the way. That don't go bother me. Trouble, Lord, keeps getting in my way. That don't bother me. Hey, trouble, Lord, keep getting in the way. That don't bother me. I know a man who understands. Hold this big fat world in the palm of his hand. Nothing but trouble keeps getting in my way. Whoop, 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 that don't bother me.
this little bullet in the palm of his hand. Nothing but trouble keeps getting in my way, but that don't bother me. Nothing but trouble, that don't. I ain't worried. I ain't worried. Hey, nothing but trouble, 'cause I know Jesus, that don't bother me. Oh, they do, yeah. Bravo, congratulations. Merci. I'm not speak very good English. Hein. Non, mais vous chantez superbement bien, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Follin? Ah bah c'est quand même de ce qu'il va dire, parce que c'est un des patrons, c'est pour ça qu'on lui demande son avis. Donc vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Non, mais non, si ça t'intéresse pas mon avis. Non, mais ça va, je plaisante. Mais je l'ai dit en ouverture, c'est quand même l'une des dernières grandes divas de la musique noire américaine. C'est une grande chanteuse de gospel, c'est un vrai plaisir, un véritable honneur. Non, c'est maintenant que tu as donné la parole, je prends la parole. C'est un véritable honneur de l'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Et tu vas bien la traiter, hein. Ok. Je vais bien la traiter. Voilà, s'il te plaît. Bon, alors, je peux vous dire que déjà ce soir, au niveau vocal, on lui donne 9 sur 10. Monsieur Njijol, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. 10 sur 10 même. Au niveau cynique, 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. C'est le top, parce que je sais pas si vous... Fais gaffe, parce qu'elle ne parle pas bien français, mais elle comprend parfaitement tout ce que tu dis. Elle parle un peu, c'est pour ça, tant mieux. Il est beau, hein. C'est gentil. Pareil, hein. Je crois qu'on va terminer l'émission comme ça. Alors, donc ce que j'allais dire, je vais vous présenter. Il l'a troublé. Alors non, là, je vais la présenter quand même un petit peu pour les gens qui ne la connaissent pas. Monsieur Njijol, elle n'en fait pas partie, je le sais. Si. Mais vous la connaissez pas? Si, je la connais. C'est ce que j'ai dit, vous en faites pas partie des gens qui la connaissent pas. Ah oui, pardon. Voilà. C'est tordu, votre Bon, alors bon, bref. Alors, donc, ce que je disais, c'est que Lise est originaire de Cleveland, dans l'Ohio. C'est vrai, Oui, hein? Exactement. c'est ma naissance. C'est ta naissance. Alors Cleveland, l'Ohio, ça fait classe quand même. Si je veux dire, c'est quand tu dis je viens de Cleveland dans l'Ohio, tout de suite en France, on dit tu veux un café, tu veux l'apéritif, prends ce que tu veux, c'est pour moi. Alors que par exemple, de là où vient Monsieur Follin ou moi-même, ou même Monsieur Njijol, vous êtes d'origine où? Du Cameroun, Et en France? de Maison-Alfort. Bon, voilà, vous voyez, Maison Alfort tout de suite. Maison Alfort, votre titre de transport. Ouais, Maison Alfort, vous avez une pièce d'identité? Tu vois, ça va avec. Ouais, Maison c'est Alfort, c'est Maison Alfort, La Réunion, même chez moi, Amiens. Ce sont des noms de merde. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est pourri comme nom. Alors, plus sérieusement, il faut savoir que Lise a quand même travaillé avec des grands noms, des grands artistes, pas très grands par la taille, mais par l'artiste, notamment Monsieur Ray Charles et aussi Monsieur James Brown. Oui, oui. C'est vrai, hein? Oui. It's true. It's true, les gars, it's true. Tu vois, je parle anglais. Bon, t'imagines qu'elle terminait les premières parties de Ray Charles. Ray Charles, comme elle terminait, elle rentrait dans les loges. Il y avait Ray Charles qui attendait son tour. Il avait son ticket comme à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il attendait que toi, tu sortes de... Le mec, tu le faisais patienter. C'est fou quand même, Ray Charles. Les mecs, Ray Charles, putain, Follin. On parle pas de Julien Clerc, là, putain. Le mec, tu lui dis... Non, mais Ray Charles, là, tu te regardes comme ça, un regard réunionnais, tu sais, genre... tu veux un lait de coco? Non, Ray Charles. Tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Donc, puis on peut dire aussi que Ray adorait les femmes. C'était un amoureux des femmes, hein, je veux dire... c'est sûr qu'il était pas gay, celui-là, mais en tous les cas, Ray Charles, pour vous donner une vraie idée... Non, mais c'est vrai, la légende dit, monsieur Njijol, il rigole, il dit, là, c'est vrai, c'est un queutard. Monsieur Ray Charles, il faut savoir que les bonobos à côté, c'était des joueurs de Scrabble. Non, mais c'est vrai ce que je dis, j'ai des chiffres. Putain, les mecs, lis le bouquin, regarde, j'ai tout, j'ai tout ça qui tombe. Non, mais c'est vrai, non, mais avec toute cette carrière magnifique que vous avez, est-ce que vous avez pris un peu la grosse tête, le melon ou pas? Parce que, regardez, monsieur... Oui. Non. Pas, parce que monsieur là-bas, monsieur Njijol, il cartonne un peu au cinéma, tout ça, donc il a pris un petit peu le melon. Hein, mais non, arrête. Non. Attends, j'ai parlé avec lui la semaine dernière sur les grands boulevards. Dis la vérité, Ouais. on a discuté ensemble sur les grands boulevards. Très vite. Il était avec toi, le gros cliché, sa Ferrari rouge, pomme, un truc comme ça. Et il avait David Guetta à côté qui mixait le son. Je lui dis, mais Thomas, t'as pas de poste? Il me dit, non, vous savez quoi, le poste. Guetta, il faisait du son, et lui disait plus fort, moins fort, tout ça. Il avait même Charles Aznavour dans le coffre. Le vrai Aznavour, hein. Et à un moment donné, comme ça, quand ça le saoule, tu vois, quand ça le saoule, il met David Guetta, parce que quand les jeunes, parce que Njijol a quand même il a passé la barre des 30 ans, je veux dire, aujourd'hui, il est plus très jeune. Donc, quand ça le saoule, la musique de jeunes, il met Guetta derrière dans le coffre, et il met Aznavour
devant lui. Et là, c'est parti. Je vois d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas reconnaître Montmartre ce temps-là. Il est obligé de le taper parce que, comme je vous ai dit, il n'a pas de poste manuel. Voilà, en tous les cas, je voulais terminer en disant qu'on est très content de vous recevoir. The best of the best is you. Merci beaucoup. Oh, merci, chérie. Merci beaucoup. Merci Lise Mais des McComb. Américaines aussi, mais t'es des Français. Lise McComb qui sort donc l'intégrale 91-2001 et qui sera jusqu'au 10 décembre à l'Espace Cardin à Paris. Merci beaucoup, on aura droit tout à l'heure encore à une deuxième chanson de Lise McComb. Comment ça va Thomas? Très bien. Alors Très bienvenue, on va parler de Case Départ. On va résumer Case Départ qui est sorti en DVD. On va résumer l'histoire de Case Départ pour ceux qui n'auraient pas vu, pour dire comme... pour faire comme Mayel, hein, il aime bien dire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, les 2 ou 3 qui ne connaissent pas, donc pour les 2 ou 3 qui n'ont pas vu le film... Des fautes, comme si je faisais des fautes. Non, tu fais pas de faute. Connaîtrais pas, ça se dit pas. Bon, allez, c'est pas grave. Donc, Thomas, l'histoire, c'est Régis et Joël qui se rendent aux Antilles au chevet de leur père. Tout à fait. Et là, leur héritage, ils pensaient avoir de l'argent et on leur donne le titre d'affranchissement de leurs ancêtres esclaves. C'est mon personnage qui pensait avoir de vrai l'argent. Voilà. Et puis l'autre pensait en finir vite parce qu'il ne connaît pas son père et effectivement on leur donne ce papier d'une importance capitale. Et il le déchire. Il le déchire. Et il le déchire en 1000 morceaux. En 1000, ouais. Ce qui a le don d'agacer la vieille tante qui est là et qui leur jette un sortilège. Tout à fait. Et qui les renvoie à l'époque de leurs ancêtres, justement, en 1780. 80, En plein esclavage. Tout à fait. Putain, c'est Voilà. chaud, hein. C'est chaud, ouais, effectivement, c'est ce qu'il y a de dire. Ouais. Ce film a fait 1,8 million de spectateurs. Ouais. Comment est-ce qu'on prend une info pareille? C'est-à-dire que vous avez vu les chiffres monter au fur et à mesure? Ouais, enfin, au début, enfin, c'est des calculs de mecs de cinéma, parce que nous, j'ai rarement été à des soirées chiffres, même pour les films dans lesquels j'ai joué. Et non, en fait... Soirée chiffres, c'est quoi une soirée chiffres? C'est le mercredi, le jour de sortie. D'accord. Le producteur, enfin toute l'équipe, le distributeur sont capables de faire une estimation dès le premier jour, à savoir à combien le film peut arriver. Et là, ils savaient déjà le premier jour? Ouais, ils savaient qu'on dépassait 1 million au premier jour. Donc, ouais, parce qu'on avait fait plus de 100 000 entrées, en fait, au premier jour. Et là, on nous a dit ça. Donc, moi, à partir de ce moment-là, c'était fini, quoi. C'était que du bonus, parce que tu fais un film, déjà, c'est extraordinaire. Ouais. Tu le sors. C'est parce que des fois, il y en a qui font des films qui ne sortent pas. Il est distribué. Et le premier jour, on t'annonce que tu fais plus d'1 million. Alors que, bon, sincèrement, et vraiment de façon très humble, on m'aurait dit que le film faisait 700, 800 000. J'aurais dit oui, c'est bien, c'est un début, il faut être humble et puis il faut continuer à travailler. Et là, au premier jour, on dit 1 million en disant après, on sait pas. Bon, j'ai dit bon, bah tant mieux, quoi, c'est bon. Et puis après, j'ai arrêté de suivre. C'est pas trop sadique. Bon, ben on va voir après quels vont être les chiffres du DVD. On va regarder le film annonce de Case Départ. Le film annonce. Ça, le trésor des gros désirs, un bout de papier. C'est l'acte officiel qui a affranchi vos ancêtres esclaves. Ta part d'héritage, mon frère. Faudrait pas oublier la part de nos sœurs. On est où, là? Ça doit être là-bas, elle était super forte. Cours! Quoi cours? Quand on est noir et qu'on voit deux noirs courir, on court, c'est une règle de survie. Ils sont là-bas! 2 grands noirs, torse nu avec un autorat. C'est quoi ces malades? Tu vois pas que c'est des flics en civil? Arrête de filmer! Pour que le monde entier voit comment les noirs sont traités par la police. Oh les cons, c'est une caméra cachée, c'est ça? 1780. Et comment on a fait pour arriver en plein Moyen-Âge? Renaissance? Oh non, mais c'est nègre! Ils ont des pieds à la place des mains! Et des mains à la place des pieds. Comme tous les singes, madame. C'est pas possible! Vous voulez rentrer chez vous? Alors votre sort est entre vos mains. Habituellement, les esclaves africains sont un peu plus robustes que toi. Case Départ, l'un des gros cartons au cinéma cette année. Alors Thomas, moi je trouve que la critique n'est pas juste avec ce film quand elle parle d'une comédie hilarante. Pour moi, c'est une comédie dramatique. Parce qu'il y a des moments quand même où on n'a pas envie de rigoler, quoi. C'est même très documenté. Non mais sérieusement, Non, je rigole parce que les techniciens qui est ce que tu dis, c'est atypique. Il y a quelqu'un à côté qui a... Tout le monde est d'accord avec moi, hein? Ok, voilà, ils sont tous d'accord. J'ai pas entendu. Non, mais tu as raison. Parce qu'il y a le marché aux esclaves, il y a les humiliations, les coups de fouet, le bateau négrier. Il y a quand même plein de choses qui sont
très juste. Ouais. Est-ce que vous avez bossé avec des historiens? Oui. Comment est-ce que vous avez constitué cet univers de 1780? Non, c'est très réaliste. Bien sûr, il était important de travailler avec des historiens pour avoir les grandes lignes de l'histoire, être cohérent. Et de toute manière, la comédie de ce film-là, elle vient toujours du duo. Fabrice et moi-même. Et en fait, on voulait un cadre historique très proche de la réalité. Et c'est vrai que, comme tu le dis, le marché aux esclaves, la scène de la cale dans le navire, il faut des décors assez durs quelquefois. Mais nous, on s'est chargé de toujours tout dédramatiser, quoi. Enfin, pas dédramatiser l'histoire, parce que l'histoire est quand même grave, mais d'apporter le côté comique, en tout cas. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à aborder ce qui est lourd, l'esclavage, au niveau de l'écriture, pour réussir à en rire? On n'a jamais ri. C'était pas du tout le challenge de rire de l'esclavage. On s'est servi de cette période pour mettre en lumière les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, les problèmes type identitaire, ce qui sont les deux gros problèmes de fond qu'ont chacun de ces personnages respectivement à leur niveau. Mais non, le but n'était vraiment pas de tourner en dérision cette comédie, parce que c'est vrai qu'on a souvent eu le raccourci Casse Départ comédie sur l'esclavage, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un film vraiment sur l'identité, mais c'était super intéressant d'aller à l'époque la plus dure, tu vois, où le racisme était un état de fait. Tu vois, ces gens qu'on a vus pendant la film-annonce, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils se disent. Ils disent même pas être racistes, c'est un fait. Les Noirs, c'était du bétail à cette époque-là, pour vraiment se poser certaines questions à l'heure actuelle sur nous. Par différents ressorts scénaristiques, vous arrivez vraiment à aborder les différentes facettes. Donc en effet, ils s'évadent, bing, ils sont ramenés, ils s'évadent par la mer, ils sont ramenés par un bateau négrier. Ouais. Le personnage de Fabrice Eboué sait lire. Pour vérifier qu'il sache lire, on lui tend le code noir. Ouais. Vous aviez comme ça une série de sujets que vous vouliez absolument aborder dans le film. On voulait passer en gros sur les grandes étapes un peu connues de l'esclavage. Hein. C'est-à-dire on a des images inconscientes dans nos têtes, les bateaux de négriers, les champs de coton, pour le coup là c'était des champs de canne à sucre, ouais. Et puis la dernière chose, le code noir, le marché, on voulait des images symboliques et puis en ressortir toujours avec une morale, pas les mettre pour les mettre et faire des sketchs dedans, c'était pas intéressant, c'était de montrer quoi que voilà, à cette époque c'était dur, et puis mettre vraiment des gens d'aujourd'hui dans cette époque-là avec c'est ça que tout le film agit sur des anachronismes philosophiques, si tu veux. C'est vraiment au niveau de leur façon d'être que tout va être décalé. C'est pas sur le fait qu'ils ont des baskets ou autre, c'est leur façon d'être à cette époque que... Ça amène l'extrait suivant. Regardez la manière dont Thomas N'Gijol réussit à revendiquer les choses. J'ai toujours été un bon maître avec vous. J'ai toujours dit que je ne tolérerais pas sur cette plantation des esclaves qui manquent de respect à un homme blanc. Que ceci vous serve de leçon à tous. Monsieur Roy. Où en sont les préparatifs de la noce, mère? Eh bien, ma fille, la fête de votre mariage devrait être particulièrement réussie. Nous avons fait venir du vin de France et des musiciens. Si vous saviez comme j'ai hâte. Liberté! Égalité! Nique ta mère! Voilà, ça c'est un bon exemple. C'est absolument pas drôle de le voir se faire fouetter. Et tu sors cette espèce de connerie à ce moment-là. Oui, enfin connerie, oui et non quoi. Il y a quelque chose de très, très, très français, parce que c'est quand même... comment dirais-je, des mots forts de la République française, liberté, égalité, fraternité, qui sont pour le coup remplacés, parce que ça fait partie de l'histoire de France aussi, ces choses-là qui sont assez moches. Et oui, ce personnage-là est un peu débile, et c'est vrai qu'il le sort comme ça de façon un peu anarchique, mais
quelque part, c'est pas simplement le fait de dire un gros mot. Le personnage du contremaître est intéressant dans ce film, Monsieur Henry, parce que lui, au final, c'est peut-être le personnage le plus seul de ce film, parce qu'il est bien nulle part. Il subit vraiment du racisme social. Ah bah lui, oui, c'est clairement ça, quoi. Lui, il a c'est pas. Un entier, quoi, je sais pas. Ah, c'est non, pas du tout. Mais il est blanc de peau, mais il est traité aussi de façon aussi dure. Et c'est psychologique, lui, c'est même pas physique qu'un noir, quoi. Il est vraiment. C'est là où on voit qu'il y a une espèce de racisme social, il y a une espèce de lutte des classes quelque part. Il a beau être blanc, il est traité comme un moins que rien, quoi. Alors, vos personnages que vous campez, toi et Fabrice, surjouent d'un côté ou de l'autre. Donc, ton personnage, lui, surjoue vraiment la victimisation, au point d'être absurde, parce qu'il revendique donc ses racines antillaises. Il parle pas créole, il comprend absolument rien, et il se cache derrière son petit doigt et derrière ses excuses pour justifier sa paresse. Oui, sa paresse. On peut dire ça comme ça. Ah oui, complètement. Et de l'autre côté, Fabrice Eboué, lui, surjoue son côté normand. Finis ton pour l'évêque, il dit à sa fille quand ils sont à table. Il renie complètement ses origines antillaises, il va aux Antilles mais veut vite en partir. Est-ce que tous les deux, vous avez pu à une époque avoir ce genre de comportement En fait, la vérité de Case Départ et de toute personne en fait un peu issue de l'immigration, même pas issue de l'immigration, c'est qu'on oscille toujours entre ces deux personnages. En définitif, il n'y a pas de bon ou de mauvais personnage. C'est que selon des périodes de la vie qu'on peut traverser, on peut être surintégré ou donner vraiment beaucoup pour s'intégrer. Et puis des fois, quand on traverse des déceptions parce qu'on se rend compte qu'on a été jugé peut-être sur autre chose ou à cause de notre couleur, on nous a traité de telle ou telle manière, et on peut passer de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de juste milieu. C'est deux personnages un peu extrêmes, mais on oscille toujours un peu entre ce Régis et Joël Le Touze et de trouver sa vérité et sa paix intérieure quelque part. Alors les fausses excuses, ça ne plaît pas du tout à la mère de ton personnage, regardez. À peine sorti de prison, tu crées déjà des problèmes. Mais j'avais pas un rond, maman. Tais-toi, mauvais fils. Quelqu'un a son hiver. Tu voles l'argent de l'ami de ta fille. N'importe quoi, j'allais la rembourser. La rembourser? Tu allais la rembourser quand? Hein? Et comment? Sur le Coran, on l'a dit, mais j'allais la rembourser. Ferme ta bouche. Pas de oula ici. Tu entends? Hein? Tu oublies mon nom. Comme Sénégalais, quelqu'un musulman. Hein? Tu vois une vieille personne et maintenant les enfants. T'as pas honte de balancer? Ta fille n'a balancé personne. Elle t'aime trop pour ça. C'est la mère de sa copine qui a téléphoné pour dire que tu as racketté son enfant. Mon frère, les blancs dès la primaire, c'est déjà des petites balances. Ferme ta bouche. Tais-toi. Non mais là, on peut le dire, excusez-moi l'expression, elle te met ta race là. Mais en plus, c'est sérieux, elle te met vraiment des beignes, la comédienne. À la fin, parce que ça a été fait une ou deux fois, à la fin, mais je lui ai dit, lâche tout, parce que cette scène, en dehors de ça, c'est vrai qu'elle est très drôle, et c'est une des scènes, justement, c'était assez marrant selon les endroits où on était, mais quand on a fait notre tournée parisienne, un peu en banlieue, dans les projections en banlieue parisienne, c'était assez marrant, parce qu'il y avait une population vachement issue de l'immigration, ces codes-là étaient très connus, et c'est un peu tout le drame de l'immigration là-dedans. C'est les mères de famille épuisées des fois par des enfants qui confondent tout, qui expliquent leurs conneries en disant des excuses abracadabrantes. Et c'est vrai qu'il y avait un côté exutoire pour cette cette comédienne plutôt, qui est aussi une mère, et qui vraiment sur le coup, j'ai eu l'impression qu'elle jouait à peine, quoi. Parce qu'elle avait l'air de connaître très bien le sujet. Justement, tu as croisé au cours de tes projections pas mal de jeunes, j'imagine. C'est pour eux que tu as fait ce film ? Entre autres, pour nous, pour nos familles, on parle pas mal de nous dans ce film, même si c'est pas autobiographique, mais c'est des sujets, des personnages qui nous sont proches. Donc effectivement, ça se veut être une comédie, enfin ça se veut, c'est une comédie, mais il y a une petite, quand même des vertus pédagogiques, quand même, je me rappelle, il y a une scène où il y a des nègres marrons, où quelque part, tu as l'impression de rendre service. Il y a des petits qui sont venus nous voir en disant « C'était qui les mecs avec de la peinture, tout ça, sur la gueule ?» Je dis « C'était des nègres marrons. » Et eux, ils étaient persuadés que c'était le groupe de Ragamuffin du secteur A, quoi. Et on a dit « Bah non, c'était des personnages historiques. » Après, c'est à lui de faire ses recherches. Mais quand on a des petites anecdotes comme ça fait plaisir, effectivement. Tu te dis que tu sers un peu à quelque chose. Le fait qu'il y ait eu 1,8 million de spectateurs, décidément, je suis bloqué. J'espère qu'au cinéma, à la télé, il y en aura beaucoup plus. Donc 1,8 million de spectateurs qui ont vu ce film, c'est quand même la preuve que
les sujets de l'intégration, les sujets de l'esclavage ne concernent pas que la communauté noire. Non, bien sûr. On peut quand même pas imaginer qu'il y a 1,8 million de Noirs qui ont été voir ce film. Non, bien sûr, ça a dépassé cette frontière-là, parce qu'avec un succès pareil, on peut le dire. Mais je pense qu'avant tout, au-delà des sujets abordés, là, on peut parler, pour le coup, on a un sous-texte, on a un peu l'esclavage, on a des questions identitaires. Mais je pense qu'en termes de cinéma, quand on voit les succès qu'il y a en ce moment, je pense que c'est con à dire, mais quand on fait un film pour de bonnes raisons et avec le cœur, je pense que les gens répondront toujours présents. Quand on voit des succès d'un film comme Police, qui parle de sujets graves et que les gens, le plébiscite, quand on voit The Artist, un film en noir et blanc, où vraiment c'est quand même quelque chose qui nous ramène en arrière, les gens le plébiscitent. Quand on voit le succès d'un film comme Intouchable aujourd'hui, on se rend compte que tous ces films sont, moi je trouve en tout cas en ce moment qu'il y a des films qui sont faits pour de bonnes raisons et qui trouvent un public. Et je crois que justement la leçon à retenir de tout ça, c'est quand on fait les choses avec le cœur et qu'on respecte le public, il répondra toujours présent. Le film a été tourné à Cuba, ouais. Parce que ça n'a pas été possible aux Antilles. Tout à fait, ouais. On va pas revenir sur cette polémique. Oui, mais ça a été en même temps une fausse polémique, parce qu'on a eu vraiment des petits soucis, mais quelque part, nous, on tenait, et on l'a fait, à aller présenter le film là-bas. On a été en Guadeloupe et Martinique française, et Martinique française qui ne veut rien dire, aux Antilles françaises en tout cas, ouais. Martinique et Guadeloupe, et on a été superbement accueillis, les gens étaient là, contents, donc... Voilà, c'est pas une personne qui représente la population antillaise. Donc, En fait, c'était pour faire la transition, parce qu'on va aller à Cuba maintenant. Non, mais c'était intéressant ce que tu disais. Thomas, viens donc avec moi. Je vais te présenter Juliette, que tu connais d'ailleurs. Ouais, j'ai déjà croisé. J'ai déjà croisé, j'aime bien le truc. Sur les grands boulevards. Voilà, tiens. Sur les grands boulevards. Ouais, c'est ça. Ouais, sur les... Ouais, entre autres. Ouais. Entre autres. Alors, pour une fois cette semaine, Juliette n'a pas été visiter une expo. Là, tu es sur ton terrain de jeu. Ah ouais, là, tu me fais plaisir. Vraiment, alors, il y a une polémique actuellement à Cuba sur le reggaeton. Ouais. Alors, en gros, là, je vais vous parler de musique urbaine. C'est vrai que d'habitude, on a plutôt tendance à parler de Sarcelles ou Saint-Denis. Là, on va effectivement à Cuba. Sauf que là, c'est un petit peu moins drôle parce que l'heure est vraiment grave. L'heure est à la polémique et à la censure. Donc, sur cette... Ouais, vraiment, non, c'est bon. Mince. Non, c'est vrai, c'est triste en plus ce qui se passe, puisque sur cette île qui est un peu comme le 9-3, l'un des derniers bastions du communisme sur cette planète, eh bien, c'est vrai le 9-3, eh bien, on tire à boulet rouge sur le reggaeton. Donc vous savez ce que c'est le reggaeton? Je resitue, le reggaeton en fait est une musique qui a été créée il y a une dizaine d'années à Puerto Rico, et qui est en fait la version latine du raga dancehall. Vous connaissez peut-être des stars du genre, telles que Daddy Yankee ou Don Omar. On va écouter quelques titres. Oui. Ça, c'est Daddy Yankee. Ok, quand même, des millions de singles dans le monde entier. Hein. C'est vraiment international. International, complètement. Et là, Don Omar, dis-les. Voilà. Ce sont des tubes quand même, hein. C'est vachement bien. Les gens savent pas forcément que c'est des... Tu aimes cette musique, non? Je suis rassuré parce que... Je sais qu'il aime bien la musique urbaine en plus, Thomas. Si, j'aime beaucoup les musiques urbaines. Je suis rassuré parce que je suis pas le seul à pas du tout avoir entendu ces mots. Non, absolument pas. J'avoue que c'est la deuxième, je pas trop. Mais la première, si. Oui, Daddy Yankee, tout le monde. Mais Don Omar vend autant de disques que Daddy Yankee, pour les coups. Mais bon, ce sont des stars. Donc en gros, pour revenir quand même à la polémique, parce que c'est le nerf de la guerre, la polémique est que l'organe officiel du comité central du Parti communiste de Cuba, rien que ça, ainsi que divers acteurs de la scène culturelle locale, eh bien, ont interdit le tube du moment, Chupi Chupi, c'est énorme. qui est alors une grande œuvre musicale, interprétée, je tiens à vous le dire, interprétée par monsieur Osmani Garcia. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait le gouvernement a jugé les lyrics trop pornographiques à leur goût. Voilà, je vous ai gardé un petit extrait là du clip de Chupi Chupi. Oui, il faut voir le clip. Regarde Chupi Chupi. Voilà. Le scénario est énorme. Alors ça c'est Choupi Choupi quand même. Je suis obligée de vous traduire les paroles quand même. Oui, parce que là, on a déjà vu pire quand même dans des clips. On a vu pire. En revanche, donc je vous traduis les paroles du refrain. Effectivement, c'est peut-être sponsorisé par Agendas. J'ouvre les guillemets. Donc, donne-moi une sucette que j'en jouisse. Ouvre la bouche, avale tout. Donne-moi une sucette, fais-toi belle et éteins la lumière. Voilà la partouze.
tout un programme, j'ai envie de vous dire. Mais c'est de la quand même. poésie. Peut-être qu'en espagnol, ça sonne mieux, c'est non? métaphorique, ça n'empêche que... Ça fait enfantin en plus, choupi choupi, t'as envie de danser. C'est ça, quoi. voilà, ouais. C'est C'est pas tout à fait le cas de certaines femmes, hein, comme Veronica Vega, une écrivain hyper réputée qui s'est évidemment insurgée avec toutes ses copines, las perras de guardia. Donc pour les gens qui ne sont pas polyglottes, eh bien les chiennes de garde, évidemment. Et elles ont mis la pression sur les médias, et notamment sur les radios locales, qui en fait déjà habituellement jouaient énormément, en fait, elles privilégiaient le reggaeton au rap et au rock, tout simplement parce que le reggaeton n'est pas une musique politique et n'est pas une musique qui dénonce le système social et économique cubain. Et là, pour le coup, c'est un peu compliqué. Mais enfin, moi, j'ai envie de vous dire la liberté d'expression cubaine avec pour slogan « Tant que tu n'as rien à dire, tu peux toujours l'ouvrir ». Non, mais c'est merveilleux quand même, pour le coup. Enfin bon, remarque, je trouve ça plutôt flatteur finalement pour Osmani Garcia qui se retrouve propulsé subitement au rang du dissident Alexandre Solzhenitsyn. Je parle russe aussi, hein, version caribéenne. Et en même temps, c'est un peu stupide parce qu'on sait tous que la censure, pour le coup, fait du buzz. Et tout le monde est attiré encore plus vers ce... voilà, exactement. C'est là encore paradoxal puisque finalement, à l'heure où Cuba semble s'ouvrir, vous êtes au courant quand même, le gouvernement a légalisé la propriété privée cette année. C'est quand même un truc énorme. Donc Fidel semble mollir un petit peu, mais il y a quand même les vieux fantômes de la censure qui semblent ressurgir et qui semblent aussi avoir trouvé un nouvel ennemi. Moi, je me demande quand même pour Choupi Choupi, je m'inquiète quand même pour ce single. Je me demande si le seul endroit où on va entendre ce titre, finalement, ce ne sera pas sur radio Guantanamo, où ces charmants gentils américains utiliseront single comme instrument de torture pour certains de leurs prisonniers. Voilà, je ne sais pas. N'empêche que Choupi Choupi, hein, je vous le précise au passage, se joue là aussi sur toutes les radios spé en Europe et aux États-Unis. Moi, je l'ai déjà entendu. Voilà. Au moins, vous savez sur quoi vous allez danser la prochaine fois. Voilà. La musique continue. Alors là, tu vas pouvoir t'entraîner à checker ton bouti. Mais pour l'instant, on retrouve quand même notre invitée, grande dame de la musique noire, Liz McComb, avec Lord, Look Down on Me. Elle sera jusqu'au 10 décembre à l'Espace Cardin. Merci Juliette. Ça nous fait du bien après. Voici Liz McComb dans le labo. Friendless, heartache seemingly. I'm a long way from home. I'm walking and wondering, is there anywhere for me to roam? Nothing hidden, oh Lord can mean everything. I know you can see. Be willing and discouraged, Lord, look down on me. Now, Lord, how much longer? How much longer can it be? How many more days of sorrow? How many more nights of misery? Lord, pity in my debt deficiency. In your own time, whenever you get ready, Lord, look down on me. Now, Lord, how much longer? How much longer can it be? How many more days of sorrow? How many more nights of misery? Hey, pity, my God, pity. Pity
Dis-moi in my debt deficiency. In your own time, whenever you get ready, Lord, look down on me. Nothing hidden, oh look at me. Everything, everything, I know you can see. We're out and discouraged. Lord, 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 look down on me. Merci beaucoup, Liz McComb. Thank you very much. Thanks a lot. Merci. Jusqu'au 10 décembre à l'Espace Cardin et il vient de sortir un coffret, l'intégrale de Liz McComb, 91-2011. C'était un bonheur de la voir sur ce plateau. Anne et Julien, vous êtes sous le charme. Ah, on adore. Bah, à fond. Bah, non. Ah, c'est ma meuf, moi, de toute façon. Donc, Alors, Anne et Julien, je vous présente Thomas Njijol. Et Thomas, Anne et Julien sont les fondateurs de cette, entre autres, parce que voilà, sont les fondateurs de cette revue. Merci. Hey. Alors, on va résumer ce qu'est Hey. C'est une revue d'art contemporain qui existe depuis. C'est un trimestriel, vous en êtes à votre 8e numéro. Ouais. C'est ça. Et alors, la ligne éditoriale, si on peut parler comme ça, c'est de faire découvrir toutes les formes d'art populaire, culture populaire, dessin, bande dessinée, peinture, avec toujours le focus sur les artistes. Et vous avez fait le prolongement de la revue. Vous en avez fait une exposition à la Halle Saint-Pierre à Paris. C'est bien résumé. Hein. Ça va, j'ai essayé de résumer les choses. C'est jamais très simple. Avant de parler de l'exposition, quelle est la ligne éditoriale précisément qu'est-ce qui dicte vos choix? Parce que c'est quand même très éclectique, les artistes qu'on retrouve dans votre revue. D'abord, c'est notre goût. C'est égoïste. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le cœur. En fait, je pense qu'il faut que quand on fait un travail autour de l'art aujourd'hui, il faut qu'il y ait du cœur et une accessibilité aux gens. Et donc parler de quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'il est sous couvert d'actualité ou d'autres choses ne nous intéresse pas. Donc nous ne parlons que de ce que nous aimons et des cultures alternatives qu'on a traversées depuis 25 ans. 25 ans. Le credo en fait de la revue, pour nous, c'était très important de le déshabiller de tout ce qui nous a encombré dans le métier de la presse, en fait, papier. Hein. C'est-à-dire un assujettissement à l'actualité. Le fait de ne pas avoir de plaisir à écrire sur quelque chose qu'on n'aime pas forcément parce qu'on nous l'a commandé. Oui. Le fait de ne pas pervertir du tout une œuvre, c'est-à-dire de ne pas l'instrumentaliser pour vendre du papier, mais juste revenir aux fondamentaux en fait, de la presse, c'est-à-dire ne redevenir qu'un véhicule pour pouvoir montrer le travail des artistes. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'art contemporain d'Anne et Julien, je vous remercie beaucoup. Mais en fait, nous, on est juste une espèce de porte-voix par lequel réussit à passer en fait tous les artistes qu'on aime et qu'on suit depuis 25 ans et qu'on n'arrête pas de découvrir parce qu'on a une curiosité. Ce qui est intéressant en feuilletant la revue et également en allant à l'exposition, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes jeunes. Parce qu'on a l'impression, en allant dans les musées, que voilà, c'est des gens qui ont passé un certain âge. Vous marquez les âges des artistes à l'exposition. J'ai vu pas mal d'artistes qui ont la trentaine. C'est peut-être une perversion du musée, en fait. Je crois que le musée, au départ, était un musée qui était fait pour... Enfin, la peinture, pendant longtemps, était une peinture soit éducative, soit décorative. Et puis après, on a eu un peu cette perversion qui est arrivée avec la moitié du XXe siècle, où le musée devait être obligatoirement quelque chose qui était réservé à une élite. ou qui devait être un parcours, un parcours absolument historique ou éducatif.
Alors que nous, ce qui nous intéresse d'un point de vue fondamental en art contemporain, on va dire, voilà, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ça l'art contemporain, hein, c'est ce qui se fait maintenant, quoi. C'est le choc de l'image. Donc le choc de l'image, il n'y a pas besoin de l'instrumentaliser. On est d'une génération qui on consomme tous des images par milliers tous les jours, que ce soit par le biais d'Internet, des journaux, etc. Et pourtant, toute une génération de journalistes d'art, en fait, n'ont pas de regard à l'image. Ils ont pas cette appréhension, en fait, de l'image au quotidien. Alors que nous, c'est ce qui nous fait avancer et ce qui nous rend curieux. C'est la façon dont, je ne sais pas, un artiste chilien va défendre un véhicule protestataire chez lui, ou un artiste tunisien va parler des révolutions. Donc on est dans une idée, en fait, de proximité aussi, qui a complètement disparu. C'est-à-dire qu'entre vous et le tableau dans un musée, il y a un gouffre, voilà. Alors soit vous le sautez, soit vous le sautez pas, mais nous on rapproche les murs de la personne qui regarde. Ce qui est génial justement, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure en antenne, c'est très accessible, quoi. Vous parlez d'abord à notre émotion par les œuvres que vous choisissez avant de parler à notre intellect. Moi cette exposition, je l'ai aimée pour ça. Après il y a des choses qui m'ont dérangé, des choses que j'aimais moins, des choses que j'aimais plus, des choses qui m'ont un petit peu perturbé, mais avant tout ça a touché ma fibre esthétique. Voilà, je suis attiré par ça, j'ai envie d'y aller et je me dis pas, mais qu'est-ce qu'il a voulu me raconter. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort de l'ensemble des œuvres que j'ai pu voir. Il y a une grosse proposition, en fait, et dans chaque numéro de la revue, et forcément dans l'exposition, parce qu'il y a entre 60 et 65 artistes, on montre entre 300 et 340 œuvres, donc forcément on a des attirances particulières, intimes, mystérieuses, qui sont pas forcément familière non plus, donc ça c'est intéressant. Et puis effectivement, nous on passe pas par le discours, on fait partie d'une génération qui est nourrie, perfusée en fait à l'image, et non seulement l'image mais aussi le son. On n'imagine pas notre vie sans images animées, sans peinture, sans musique, sans mouvement. On va au concert comme on va en exposition, et forcément nous, on a toujours compris l'art sans discours, et ça nous insupporte de façon extrêmement profonde et combative, le fait d'être obligé de regarder une chaise blanche et d'avoir quelqu'un à côté de nous qui a fait 20 ans d'histoire de l'art et qui se sentent obligés de nous raconter ce que l'artiste a voulu dire. On peut pas, ça n'est pas notre monde. On ne vit pas du tout là-dedans. Le côté intellectuel, il vient après l'impact de l'image. C'est-à-dire que bien sûr que les gens veulent dire des choses. Bien sûr qu'il y a quelque chose derrière l'image. Mais en fait, la façon d'y arriver, à contrario de ce qui se passe aujourd'hui ou de ce qui est montré aujourd'hui, c'est que nous, on pense que l'image amène à la réflexion et qu'il ne faut pas avoir un bagage ni intellectuel, ni X ou Y, si vous voulez, pour aller vivre quelque chose d'exceptionnel devant un tableau. Quand on vit avec un tableau tous les jours et qu'on garde 20, 30 ans de sa vie, en fait, on va avoir une émotion radicalement différente, je pense. Enfin, en tout cas, c'est notre cas, chaque jour. C'est-à-dire que, suivant mon humeur, comment je me lève, qu'est-ce qui va se passer dans la journée, comment je rentre chez moi, etc., ma relation au tableau va changer. On a oublié ça, en fait. On a oublié ce plaisir-là, quoi, qui est un plaisir très, très instinctif, animal, qui nous ramène à l'œuvre et qui fait qu'on comprend une poésie, qui fait qu'on comprend un acteur sur scène quand il est exceptionnel, parce qu'on repart avec un gain d'énergie aussi en tant que public, et le rapport au tableau, il est aussi simple que ça. Après, il s'inscrit dans une histoire, dans quelque chose, tout ce qu'on veut, mais le premier rapport, il est frontal. Il est frontal, il est radical. Il y a quelque chose de... Enfin, quand je vous écoute, quand je vois, c'est agréable parce qu'il y a quelque chose où il désacralise le côté artistique tout en le respectant, parce que j'ai quand même des gens qui mettent leur sueur là-dedans et effectivement c'est bien de le mettre en valeur, mais c'est vrai que c'est très... vous me faites penser, moi, je vais souvent aux États-Unis, à New York, et c'est là-bas en fait où je m'ouvre plus artistiquement, parce qu'eux ils ont tout désacralisé en fait. Il y a des œuvres dans tous les sens, il y a des expos et tout, et j'y vais tranquillement parce qu'il n'y a pas cette espèce de côté, comme vous dites, un peu complexe, ce côté un peu parisien, des fois où on te parle, on te montre une chaise et on t'explique. Enfin, ça me saoule, quoi. Moi, c'est vrai que je suis curieux, enfin, tout le monde, hein, chaque être humain a envie de voir des choses, de découvrir. Et des fois, voilà, il y a un peu ce côté, on a l'impression d'être un peu ridicule, d'être un peu bête. Alors, comme tu dis, le premier choc, c'est l'image. Si tu vois un truc, tu dis, putain, c'est quoi ce truc? J'ai envie d'en savoir plus, et derrière, voilà, quoi. Eh bien, je t'invite à aller faire un tour. Tiens, je te laisse feuilleter aussi le catalogue de l'exposition. Merci beaucoup. C'est le mien, hein, je te le donne pas.
pas. Je crois que c'était un cas, toi. C'est pas le grand journal. Je t'invite à aller faire un tour à la Halle Saint-Pierre. C'est une exposition qui va vraiment te plaire. Et puis à t'intéresser à. Ça suffit maintenant, Thomas. Non, mais attends, quand on a fait 1,8 million d'entrées, on peut s'acheter un catalogue. Ça suffit maintenant. C'est bien vrai. Ah non, mais franchement. Ok, je respecte les artistes. J'ai rien payé. Donc, la revue s'appelle A. L'exposition, c'est A, c'est à la Halle Saint-Pierre à Paris, dans le 18e arrondissement. Merci beaucoup, Anne et Julien. C'était un plaisir d'en discuter avec vous, de discuter de votre travail. Et Thomas, bon, je ne sais pas s'il y a besoin de le rappeler, parce que de toute façon, voilà. 1 800 000, voilà. Si vous êtes deux à acheter le DVD, ils s'en fichent. Exactement. Donc, non, pas ça, mais... non, mais c'est important. Je suis très conscient de l'époque dans laquelle on vit, et donc... quel que soit, ils l'achètent ou ils font ce qu'ils veulent, mais l'important c'est d'être vu. Tout à fait. C'est ça. Donc, en fait. Rendez-vous tous sur Imul pour voir Casse Départ de Thomas N'Gijol. Vous êtes vraiment, là, en termes de promo, vous êtes pathétique. On est super bon sur la promo, on assure. Merci beaucoup Thomas et bravo pour ce film. Jérôme Pierrat, Tom Fire et Flavia Coelho demain, Insa Sané pour Livre en live et Joséphine Oz. Merci beaucoup Anne et Julien, merci Thomas. À demain Mayel. Salut. Oh 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 oh. Whoa oh oh oh. Labo.